Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse. J'espère que vous allez bien. Le mois dernier, nous avons parlé d'argent avec Marie-Laïa Simon. On parlait de comment les femmes peuvent trouver une véritable indépendance financière dans leur couple, des outils pour ne pas se faire piéger par le mythe de ne pas parler d'argent en couple parce que c'est pas sexy et qu'on n'aime pas ça. On a donc vu qu'il était important d'en parler, d'autant qu'on est souvent bien défavorisé à plein d'endroits différents. Cette fois-ci, on va parler du lieu où on passe beaucoup de temps, et pour certaines d'entre nous, peut-être un peu trop, le travail. Parce que le travail, comme le couple, c'est un des lieux les plus patriarcaux qu'il existe. Et en plus de ça, la société nous raconte des bêtises. Enfin, l'histoire, tout ça quoi. Surtout ces dernières décennies, on grandit avec l'idée que le travail, c'est un lieu d'égalité, un lieu qui nous garantira notre indépendance, où règne une forme de méritocratie, comme ça, en un claquement de doigts, sans rien faire. Qu'en bossant plus longtemps, en étant une bonne élève, tout ira bien, et souvent, la déception à l'arrivée est très grande. Mais quand on regarde nos santé physiques et mentales, nos corps fatigués, nos émotions un peu boulottées, et nos carrières freinées ou empêchées, le goût laissé en bouche est amer. Et c'est pour ça qu'on est là, pour se rendre compte que le problème, ce n'est pas nous, c'est un peu le système quand même. Ce système, notre invité le démonte pièce par pièce dans son nouvel ouvrage Les Méritantes, qui a été publié le 15 octobre dernier aux éditions Les Liens qui libèrent. Elle y raconte comment le travail trahit les femmes en dévaluant leur métier, en allant même jusqu'à organiser notre sacrifice et perpétuer des règles du jeu qui ont été écrites par et pour les hommes. Mais alors, que serait un monde du travail créé par les femmes et pour les femmes? C'est ce dont on va parler ce soir avec notre invitée Lucille Quillet, journaliste, autrice et coach en vie professionnelle. Bonsoir Lucille Quillet. Bonsoir. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Alors ma première question, c'est que en début d'ouvrage, vous écrivez que le travail est donc un autre lieu du patriarcat, ce qui est votre thèse principale, mais aussi que tout ce qui va avec, évidemment, sexisme, machisme et beaucoup d'autres choses. Vous expliquez que l'un de vos premiers contacts conscients avec le problème, si j'ai bien compris, c'est quand vous donnez du coaching avec vie professionnelle avec des femmes qui ont besoin d'un accompagnement, notamment dans leur carrière et à d'autres aspects. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui vous a amené à écrire ce bouquin? Il n'y a pas une expérience en particulier. En fait, c'est une somme de petits constats, de frustration aussi, en tant que coach, et d'indignation en tant que personne et aussi en tant que journaliste. Parce que moi, j'ai commencé à aborder le travail des femmes il y a plus de 10 ans maintenant, parce que je voulais écrire là-dessus. Je trouvais que c'était un sujet assez sous-traité, notamment dans la presse féminine que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai grandi par ailleurs. Mais du coup, quand je suis rentrée dans ce sujet, c'était d'abord par un prisme très empowerment de... On a les mêmes droits, on fait les mêmes études, on a les mêmes chances que les hommes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes carrières? Quels sont les codes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper les hommes, quoi, en gros. Et puis, en fait, en faisant des interviews de femmes qui me racontaient leur vie professionnelle, toujours, du coup, en découlant sur la vie privée, puisque la vie privée vient impacter la vie professionnelle. Et ça m'a notamment amené à écrire mon premier essai, Le prix à payer. Mais en fait, il y avait plein de constats où on voyait que c'était pas que de l'ordre de l'empowerment et de la performance individuelle et de à quel point nos to-do list sont très bien faites, mais qu'il y avait quelque chose de plus systémique du monde du travail. Et après, en tant que coach, c'est aussi plein de fois où on touche aux limites du coaching. Quand moi, il y a un témoignage, un coaching où vraiment... j'avais une femme qui était plutôt senior et qui avait découvert que son collègue plus jeune, qui en faisait moins, était mieux payé qu'elle. Alors, clairement, sur le papier, il n'y avait aucune raison qu'il soit plus payé qu'elle.
et que du coup elle va voir les RH en demandant et tout, et en fait on lui fait une réponse très insatisfaisante qui est de oui, on va faire un rattrapage progressif. Donc ça veut dire que le rattrapage il n'est pas immédiat et qu'en plus elle rattrape le salaire de son collègue au lieu d'être mieux payée que lui déjà. Donc en fait voilà, et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut quels outils? Et en fait il y a plein de fois où après dans le coaching il y a une notion moi que j'adore qui est celle de la responsabilité. Moi j'ai ma responsabilité individuelle dans une situation, 50% de la responsabilité de la situation et 50% va à l'autre partie, quoi, enfin du moins entre deux personnes dans une relation. Et du coup de renvoyer, moi ça fait partie aussi de mon approche du coaching, d'amener une vision aussi systémique et de dire mais en fait le monde du travail là il est comme ça selon certaines règles biaisées, c'est pas de votre responsabilité, c'est de la responsabilité plus systémique, mais du coup qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et de se retrouver à dire enfin on dit pas comme ça aussi rapidement, mais en gros est-ce qu'il faut pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Et vraiment au bout d'un moment on se dit mais est-ce que cet endroit existe pour les femmes? Et je pense qu'il est rare cet endroit et que c'est pas du tout donc c'est très bien de faire du coaching parce que c'est très bien d'apprendre à poser ses limites, à déterminer soi-même sa valeur, à demander les choses, à être dans une forme d'autonomie là où les femmes sont beaucoup plus éduquées et incitées à attendre que les autres déterminent leur valeur. Mais il faut reconnaître les limites en fait à ça et qu'à un moment tout ne dépend pas que de nous. Tout n'est pas de notre responsabilité. Et moi je voyais énormément de femmes qui culpabilisaient, qui se remettaient en question, qui faisaient des efforts, et à côté un monde du travail qui changeait pas, d'où l'idée de faire ce livre. Donc c'est un peu une somme de plein de constats, d'insatisfaction, parce que je trouve qu'aujourd'hui on aborde l'égalité professionnelle toujours en se demandant comment les femmes peuvent rattraper les hommes. On leur dit de déléguer leurs tâches domestiques et parentales à d'autres femmes, des nounous, des femmes de ménage, d'aller dans les filières majoritairement masculines parce que c'est là où on est mieux rémunéré. Sympa pour les métiers du soin. D'apprendre à négocier leur salaire, d'apprendre à faire leur autopromotion et en fait de se calquer sur un modèle de référence masculin. Et en fait, c'est hyper insatisfaisant parce que c'est pas aux femmes de performer l'égalité, c'est au monde du travail de changer, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans un discours où on fait de l'égalité professionnelle un enjeu de performance individuelle. Et même si c'est très bien de faire du coaching, toutes les femmes n'ont pas les moyens de faire du coaching. Et dans un monde idéal, et moi c'est même comme ça que j'aborde le coaching, je commence par dire, dans un monde idéal et méritocratique, vous ne devriez pas faire de coaching. Bien sûr. Voilà. Donc déjà, déculpabiliser, parce que évidemment, en tant que femme, on porte une culpabilité XXL un peu tout le temps, quoi. Donc c'est déjà bien de se décomplexer vis-à-vis de ça. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité, mais là récemment, il y a Frédéric Tadei qui a déclaré, Frédéric Tadei, toutes les personnes, on ne sait pas pourquoi, on lui a donné la parole, on lui a tendu un micro et il a dit récemment, je crois que c'était pas plus tard qu'hier ou avant-hier, dans une interview que les femmes n'étaient pas plus en difficulté que les hommes, juste que c'était une question de volonté et que si elles n'étaient pas dans certaines voies, c'est-à-dire les voies scientifiques, les voies technologiques extrêmement techniques, pilote d'avion, etc., tout ça, c'est qu'en fait, elles se donnaient pas les moyens. Donc là, encore une fois, il y avait encore... ça m'a beaucoup fait penser à votre ouvrage qui, effectivement, lui, il est toujours dans ce mythe de la méritocratie. Non mais merci Frédéric, quoi. Oui, on n'y avait pas pensé. Oui, c'est ça. Merci. Et donc, il y a une Instagrammeuse, je sais plus quel est son nom, j'ai un trou, mais il y a une Instagrammeuse qui a réagi et qui a dit merci, c'est vrai qu'on n'y a pas du tout pensé, quoi. On n'a pas pensé à être plus forte en maths, on n'a pas pensé aussi à être juste à évoluer professionnellement. C'est vrai que ça nous a jamais traversé l'esprit, quoi. Non, puis on manque de volonté quand même. C'est vrai que les femmes sont sacrément flemmardes. Vraiment. Heureusement que Frédéric est là pour nous rappeler le bon chemin, merci. C'est vrai qu'on travaille pas du tout avec tous les éléments contre nous, quoi.
pourquoi le travail est un angle encore aveugle du féminisme? Parce que là, le féminisme, depuis 2016, il a fait un grand bond. Il y a eu beaucoup de domaines qui ont été explorés à la face du monde sous cet angle-là. La sexualité, le corps, la famille, l'argent, de plus en plus. Beaucoup de choses. Le cinéma, il y a beaucoup de choses. Le travail, ça reste quand même un angle mort. Pour l'instant, il y a très peu d'ouvrages là-dessus. Oui, c'est aussi pour ça que moi, j'ai eu envie d'écrire Les Méritantes. Parce que je trouvais que, exactement tout ce que tu viens de dire, le corps, la sexualité, la maternité, le couple, les violences conjugales et tout, on en parle beaucoup. Le travail, c'est un angle mort. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un peu eu, une opposition entre le monde de l'entreprise, qui était quelque chose de très froid, corporate, capitaliste, où on se dit, mais du coup, si on va venir là, c'est comme trahir des idéaux, machin. Et d'un côté, le monde de l'entreprise regarde le féminisme comme un truc de... militant, radical, d'extrême gauche. Et en fait, c'est, je pense, deux mondes qui se parlaient pas, tu vois, qui s'adressaient pas. Ouais. Quand il y a eu de plus en plus la création de réseaux féminins, que ce soit au sein d'entreprises ou dans des secteurs professionnels, c'était pas rare d'entendre dans ces réseaux mais non, on déteste pas les hommes et on n'est pas forcément féministe. Ce qui est quand même un truc un peu... Mais après, c'est aussi un truc de génération et que culturellement, ce mot féministe, il est encore hyper tabou pour beaucoup de femmes d'un certain âge, quand bien même toutes leurs actions démontrent... voilà, donc j'ai l'impression que c'était deux mondes radicalement opposés, alors qu'en fait, réduire le féminisme à... un truc d'extrême gauche, radical, militant, c'est très limitant. Et réduire le monde du travail à l'entreprise corporate de la défense, c'est très limitant aussi. Et puis en fait, c'est deux sujets qui sont complètement imbriqués, puisque les inégalités sont malheureusement partout, y compris dans le monde du travail. Après, je pense qu'il y avait une forme un peu d'illusion de se dire on a les mêmes droits que les hommes, on peut faire les mêmes études, on a les mêmes accès, et puis surtout on travaille maintenant, on a la chance de travailler, et on perçoit le monde du travail comme un espace neutre où l'égalité des chances est là, quoi. Alors qu'en fait pas du tout, mais ça prend du temps aussi de réaliser tout ça. Ça prend du temps de dépasser certaines idées reçues. Typiquement, quand on parle des inégalités de salaire, on dit, il y a 23,5% d'inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, tout temps de travail confondu, mais à temps de travail égal, c'est 14%. Donc là, on se dit, du coup, les femmes, elles travaillent plus à temps partiel, donc c'est qu'elles ont bien choisi de pas travailler autant que les hommes. Alors qu'en fait, le temps partiel, quand on regarde la première raison évoquée pour expliquer les temps partiels, c'est pas du tout les raisons familiales, c'est juste que c'est les seuls types de contrats qu'on leur a proposé, que 83% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, que c'est des métiers difficiles qui parfois aussi poussent à passer à temps partiel. Enfin, il y a plein de nuances, mais du coup, je trouve que souvent, quand on parle d'égalité professionnelle, on reste un peu dans les mêmes chiffres, les mêmes indicateurs, mais qu'on comprend pas ce qu'il y a derrière. Et je prends cet exemple des temps partiels en disant les femmes choisissent de moins travailler, donc c'est du choix. C'est du choix, c'est du choix personnel, mais comme sur le couple et l'argent, où on disait, c'est les femmes qui décident de moins travailler pour s'occuper des enfants, c'est les femmes qui décident de faire ci ou ça, alors qu'en fait, c'est un problème beaucoup plus systémique, quoi. C'est largement insufflé depuis des décennies, donc c'est vraiment systémique. Il y a beaucoup de mythes que vous démontez dans cet ouvrage. L'un des premiers, c'est le mythe des débutantes, qui est notamment théorisé par deux chercheuses que vous citez, que je vous laisserai reciter, dont vous parlez, donc, et selon lesquelles les femmes seraient nouvelles historiquement dans le monde du travail, alors qu'en fait, elles ont toujours travaillé. C'est quoi ce mythe des débutantes, et depuis quand elles travaillent, les femmes? Pourquoi on a tendance à penser qu'elles travaillent depuis si peu de temps, depuis les années 70, alors que pas du tout, en fait. Ouais, en fait, pas du tout. Mais même moi... Franchement, ce premier chapitre sur l'histoire du travail des femmes, c'est là où j'ai découvert énormément de choses. J'avais plein d'idées reçues et que notamment, c'est un peu la petite musique qu'on entend, que pendant les guerres mondiales, on a remplacé les hommes à l'usine, puis après on a été renvoyés à la maison, et puis depuis les années 70, fantastique, on a le droit de travailler. En fait, depuis 1965, on a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Mais du coup, il y a ce truc de les femmes, elles commencent à travailler depuis les années 70.
Et du coup, moi, j'appelle ça le mythe des débutantes parce que ça nourrit un sentiment d'illégitimité, ça nous met dans la place d'invitées récentes à la fête. J'ai un peu je dis cette métaphore-là parce que on a la chance de travailler parce que en Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Enfin, on nous ramène tout le temps à cette comparaison. Nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères n'avaient pas forcément accès facilement au travail. Donc, tu as de la chance, tu peux gagner ton argent, prends ton carton d'invitation, dis merci et viens pas critiquer le buffet ou la musique, quoi. C'est un peu, voilà, grossièrement pour expliquer comme ça. Alors qu'en fait, quand on regarde, et Dieu merci, il y a des historiennes, des chercheuses, des statisticiennes qui ont écrit des livres sur l'histoire du travail des femmes, dont Françoise Battagliola, Monique Méron, Margaret Marouani, Sylvie Schweizer, enfin voilà, il y en a plusieurs, dont du coup, moi j'ai lu les livres et j'essaie de faire une synthèse vulgarisée, quoi, de cette histoire-là. En fait, les femmes ont toujours travaillé. Par contre, à une époque, il n'y avait pas forcément de dissociation du lieu de travail et du lieu de vie. Typiquement, l'agriculture. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la majorité des gens étaient au champ et du coup, les femmes travaillaient, elles étaient agricultrices, puis elles étaient aussi commerçantes, elles étaient aussi déjà dans le soin. Donc voilà, de sage-femme ou de ce qu'on appellera sorcière après. T'avais aussi toutes les, mais même avant les institutrices, toutes les ouvrières du textile. C'est-à-dire que toute l'industrie textile a reposé sur le travail de femmes qui était fait d'abord à domicile et puis après, quand ça s'est industrialisé, donc on a eu des fabriques, des usines, là du coup les femmes sont venues travailler dans ces endroits-là. Donc on a commencé à séparer le lieu de vie et le lieu de travail. Après, il y a quand même des continuités où ça a toujours été des métiers un peu dans la continuité du domestique et du care. Mais quand même, en fait, les femmes ont toujours travaillé. Moi, un chiffre que j'aime bien citer, c'est qu'au début du XXe, donc avant la Première Guerre mondiale, les femmes représentent 1/3 de la population active. Et dans les années 70, c'est 37% de la population active. Donc on ne démarre pas du tout de zéro. Et en plus, on peut estimer que ces chiffres-là, ils sous-estiment le travail des femmes. Pendant très longtemps, les domestiques qui travaillaient dans les maisons n'étaient pas considérées comme des actives. Elles touchaient pas des salaires, elles touchaient des gages. Enfin voilà. Et pendant longtemps, même le salaire était versé à la famille, au père ou au mari. Bref, mais pas aux femmes directement. Donc en fait, ce mythe des débutantes, il nous raconte une fausse histoire. Comme quoi tout ça est un peu nouveau pour nous et c'est normal qu'on connaisse pas trop les codes et qu'on soit pas trop apte et que aussi il faut démontrer perpétuellement qu'on est tout aussi capable que les hommes et qu'on vient sur leur terrain mais que nous aussi on vaut et tout, alors qu'en fait la vraie histoire et la vraie continuité c'est qu'on a toujours travaillé, que ce travail a toujours été invisibilisé et qu'on a toujours été sous-rémunéré et qu'on a toujours été ramené aussi au domestique et au foyer, quoi. Voilà. Donc pour moi c'était important de commencer par ça. Déjà pour se dire mais en fait on nous raconte n'importe quoi, voilà. Et que cette inégalité là c'est pas quelque chose de récent où on peut se dire oui mais c'est normal, en fait on a commencé à travailler il y a quelques décennies, le temps que tout ça se régule et tout. Non, en fait il s'agit d'une inégalité qui date de plusieurs siècles, si ce n'est pas millénaire, quoi. Voilà, parce que bon, je commence au Moyen-Âge, mais déjà avant, et qu'en fait, les femmes ont même toujours plus travaillé, si on cumule le travail domestique non rémunéré, c'est ce que j'allais dire, qui crée de la valeur pour la société, et notamment pour leurs conjoints, et le travail rémunéré, mais qu'en fait, il y a toujours eu des inégalités de salaire, de patrimoine, et qu'on gagne moins que les hommes, alors qu'on travaille plus. Et ça, ce mythe des débutantes, c'est pareil, ça reste quand même un angle mort des luttes féministes, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que les femmes... Déjà, je trouve que l'argument que le travail domestique, c'est du travail, est quand même très récent, en fait. Il date de quelques années, quoi. Oh non, parce que dans les années 70, il y avait déjà des féministes qui parlaient de l'exploitation domestique, notamment Christine Delphi. Enfin, il y a Silvia Federici qui a écrit Le capitalisme patriarcal. Récent, mais oui. Oui, voilà, ouais, bien sûr. Mais après, parler du travail domestique comme de travail, c'est toujours un peu gênant parce que ça veut dire comment est-ce qu'on rémunère ce travail-là, et si on rémunère le travail domestique ou le travail parental, est-ce qu'on renvoie pas les femmes au foyer, qu'on n'est pas dans une idéologie d'extrême droite qui vont faire que la mère au foyer a un salaire, donc tu peux rentrer chez toi, merci. Après, moi, je trouve que c'est dommage de laisser ça
à l'extrême droite. Et que surtout, il faut pas rentrer, je trouve, dans une forme de, je sais pas comment dire, de mépris du féminin, où en fait, ça serait pas du vrai travail et où c'est très réducteur. Oui, mais en fait, si vraiment on lutte contre ce mépris du féminin, quand je dis féminin, c'est pas par nature, mais c'est parce que c'est un travail fait majoritairement par les femmes depuis du coup des siècles et des millénaires. Si on le revalorise, si on reconnaît vraiment que la société ne tiendrait pas sans ce travail-là, parce que vraiment la gestion de la petite enfance, les danses, toutes les activités d'entraide, de soutien. Il y a tellement de choses qui tiennent sur le travail gratuit des femmes. Moi, un chiffre que je cite dans ce livre, c'est le nombre d'heures de garde gratuite d'enfants effectuées par les grands-mères en France, c'est 23 millions d'heures par semaine. Donc là, le cerveau explose. Et c'est fou parce que ça veut dire que le monde du travail tient grâce aux femmes qui l'excluent. Les hommes et aussi des femmes ne pourraient pas aller travailler aussi longtemps. Parce que si les grand-mères ne s'occupaient pas des enfants à la sortie de l'école ou le mercredi ou voilà, et pourtant ces femmes-là, il y a de bonnes chances que passé 45 ans, elles étaient exclues du monde du travail parce qu'on les considère fatiguées, on les merci. On les considère fatiguées et un peu périmées. Par contre, elles sont pas fatiguées pour s'occuper des enfants. Des hommes qui, eux, travaillent jusqu'à 19h, 19h30, tu vois. Voilà, donc, petit... Donc, ouais, je trouve que moi, là, dans le livre Les Méritantes, je parle du travail classique, le travail avec salaire, parce qu'aussi, j'avais l'impression d'avoir pas mal parlé de la valeur du travail domestique et parental dans mon précédent livre, Le prix à payer. Donc, voilà, mais en fait, les deux sont du travail, quoi, qui n'est pas assez reconnu. Jamais assez reconnu. Justement, là, vous commencez à en parler. Quand vous retracez l'histoire du travail féminin dans votre première partie, vous révélez que le schéma constant que quand le métier est féminisé, il est systématiquement dévalorisé. Dès lors que c'est une majorité de femmes qui y travaillent, il perd de sa valeur, il est moins important et moins rémunéré. C'est un peu large comme question, mais qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la valeur économique dans le patriarcat ? C'est-à-dire, c'est super large. Là, je vous balance avec une question. 4 heures. Ouais. Mais qu'est-ce que ça... En fait, ce que je vais refermer un peu. En fait, ça veut dire que le travail dans le patriarcat, il doit systématiquement être masculin pour avoir une valeur économique ? En fait, ça peut être un peu... Voilà, mais c'est difficile de dire que quand les femmes arrivent, le métier perd de la valeur. Parce que parfois, c'est parce que le métier perd de la valeur que les hommes s'en détournent et que du coup, il y a de la place pour les femmes. Donc, c'est pas forcément... Quand les femmes arrivent, bam, le truc se dégrade. C'est pas forcément dans ce sens-là. Après, il y a 2 exemples que je cite dans le livre que je trouve assez marrant, c'est que pendant longtemps, le travail de secrétaire, c'était un métier masculin et un métier très noble, notamment au 19e, parce que secrétaire de ministre, secrétaire de gens importants, de notables, et donc un secrétaire, c'était quelqu'un qui allait côtoyer des milieux de pouvoir aussi. Et en fait, après, il y a eu une explosion de la bureaucratie, des métiers administratifs, donc on a eu besoin de beaucoup plus de secrétaire. Et là, en fait, ça s'est féminisé. Et on voit que quand on a eu besoin d'une main-d'œuvre féminine, le discours a changé. On est passé d'un métier noble à... il y avait des annonces, des espèces de pubs pour les écoles de secrétaires et tout, mais dans des langages un peu bétifiants... venez, c'est pas compliqué, la machine à écrire, c'est comme le piano, c'est comme ce que vous faites à la maison, c'était assez méprisant en fait et condescendant pour les femmes et infantilisant évidemment. Et puis le deuxième exemple, c'est dans l'informatique. En fait, dans les années 70, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du calcul informatique. Sauf qu'à l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, donc c'était pas forcément un secteur porteur, moderne ou qui créait beaucoup de valeur économique. Et puis quand on a vu que, en fait, c'était le secteur de demain et l'avenir. Là, le discours a changé, où on a eu du coup un vocabulaire beaucoup plus tech, geek, de l'homme versus la machine,
d'un travail compliqué, intellectuel, vraiment on a virilisé entre guillemets tout ce secteur-là et et ça a été investi massivement par les hommes, ce qui fait que la proportion de femmes elle a réduite et qu'aujourd'hui on a 14% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, donc c'est voilà, alors que à la base il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ces métiers-là. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Moi je pense que ça dénote quand même d'un mépris du féminin. Oui. Ou ce qui est fait par une femme vaut moins ou doit être forcément moins cortiqué, doit mobiliser moins de compétences, doit être plus simple que ce que fait un homme. Donc on est encore dans le truc de l'homme gère les sujets sérieux et compliqués, là où les sujets de bonnes femmes sont des sujets de bonnes femmes. Et ce mépris du féminin, il est partout dans la société. Enfin, je fais un peu ce parallèle ou cette petite parenthèse. Dans la presse féminine, on parlait des violences sexuelles. On n'a pas attendu MeToo pour parler de ça, sauf qu'on n'en parlait absolument pas dans la presse généraliste. Il a fallu des réseaux sociaux, c'est-à-dire faire péter le bouchon qui bloquait dans des rédactions pour parler de ce sujet-là, et notamment des rédactions généralistes. Parce qu'il y avait des millions de femmes qui en parlaient, il fallait forcément en parler. Et donc là, la presse généraliste a commencé à en parler, mais avant ça, la presse féminine était vue comme une presse à la con, pour parler vulgairement, qui traitait de sujets futiles, alors qu'en fait, c'est un des rares endroits où on pouvait parler de ce qui se passait dans la vie privée comme de sujets de société. Et qui n'étaient pas des sous-sujets. Donc ce mépris du féminin, il est partout. Il se retrouve dans le monde du travail, dans la façon dont on valorise les métiers. Donc aujourd'hui, tout ce qui est métier majoritairement féminin, donc on va retrouver les aides-soignantes, les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture, tous les métiers du care sont sous-rémunérés. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les compétences mobilisées ne sont pas forcément des compétences, que ce sont des qualités naturellement féminines. L'empathie, prendre soin, écouter, être dans l'attention, être dans la douceur, dans le soin, enfin tout ce qu'on sait. Alors qu'en fait, ce sont des compétences professionnels et que c'est pas facile de gérer des petits-enfants, que c'est pas facile de gérer des malades, que c'est pas facile de se confronter à la mort, à la maladie tous les jours, aux personnes âgées qui parfois sont très difficiles. Mais on a c'est ce qu'on appelle essentialiser en fait les compétences, et parce que c'est du coup dans la lignée de ce qu'elles font naturellement, ça ne nécessite pas rémunération, et puis surtout, on va considérer que c'est pas des métiers qui produisent de la valeur, mais ça, c'est vraiment une définition une vision très, très, très restreinte et très biaisée de qu'est-ce qui produit de la valeur aujourd'hui dans une société capitaliste, marchande, Et ce qui est fou, c'est qu'on a vécu un truc exceptionnel, qui était la pandémie de Covid. Ouais. Qui a quand même été une démonstration de force, de scénario hollywoodien, pour démontrer la valeur des métiers majoritairement féminins. Et ça n'a rien changé. Et elles ont disparu juste après. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On les a applaudis. C'est tout. Et ça dit beaucoup de choses. Ça dit que le travail des femmes, il peut être sous-payé, mais tant qu'on les applaudit, qu'on leur dit vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes formidables, ce que tu fais a du sens. Ça devrait quand même nous interroger quand on dit oui, t'es pas bien payé, mais ce que tu fais, ça a vraiment du sens. Ça veut dire que t'es vraiment quelqu'un de bien, et ça devrait te suffire, parce qu'on attend des femmes qu'elles soient morales, vertueuses, et qu'elles soient des êtres purs et irréprochables, alors que, mais l'ingénieur en cybersécurité, ce qu'il fait, ça a pas de sens. Qui bosse pour la défense, si, évidemment que ça a du sens en fait. Mais c'est un argument, moi, je trouve assez sexiste, parce que on renvoie, les femmes à une forme de moralité, de vertu et de morale. Et le travail des femmes, c'est un peu un des observations que je fais quand je parcours l'histoire du travail des femmes. Le travail des femmes a été très souvent moralisé. Pour justifier des bas salaires ou pour le conditionner, de dire attention, elles vont mal gérer leurs sous. Au contact, ou elles vont être au contact du monde extérieur, et donc elles peuvent être débauchées et se pervertir, et du coup il faut que ce soit cadré, cantonné. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des continuités de moraliser le travail, de le réduire à la sphère du domestique et de le sous-payer, quoi. Ou à l'inverse, de dire que comme elles s'occupent des gens, que c'est du care, etc., elles devraient pas s'attendre à être payées des milliers, des cents, parce que c'est normal. C'est être gentil. C'est le rôle. C'est le travail de l'amour, quoi. Oui, voilà. Voilà.
Et surtout, on dit aux femmes que leur vie sera réussie, pas parce qu'elles ont de l'argent, de la puissance et de l'autonomie, mais parce qu'elles ont l'amour des autres. Ouais. Et que ça devrait suffire. Voilà. Justement, tout à l'heure, vous parliez de statistiques un peu, et vous parlez aussi d'à quel point les statistiques, c'est politique, surtout en ce qui concerne les femmes, parce que c'est tellement facile de les effacer. Comment vous expliquez un peu comment elles ont contribué, ces statistiques, à effacer les femmes, à les invisibiliser des récits nationaux au travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est fait en France, cette invisibilisation à travers les statistiques? En fait, les statistiques, elles sont politiques, même quand on pense que c'est quelque chose d'assez assez neutre. Tout à l'heure, je vous disais, les domestiques n'étaient pas comptabilisés parmi la population active, alors que c'était des femmes qui y travaillaient. Et il y a notamment cet exemple, cet événement que Margaret Marouani et Monique Méron décrivent dans leur livre sur un siècle du travail des femmes en France. En 1954, l'INSEE change de définition statistique, c'est-à-dire qu'auparavant, toute personne qui vivait dans une unité agricole était considérée comme travailleur ou travailleuse agricole. Et là, en 1954, on va changer ça, on va poser la question aux habitants de l'unité en disant « Est-ce que vous travaillez ou pas ?» Et là, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, tu as plein de femmes qui se considèrent pas agricultrices, mais femmes d'agriculteurs. Alors qu'en fait, elles participent évidemment participent autant à l'activité. Et en fait, ce petit changement de question, ça sort 1 million de femmes des statistiques de la population active. Et après, ils rétropolent. Les statisticiens font ils rétropolent, donc c'est-à-dire qu'ils redéfinissent les statistiques des décennies précédentes selon cette nouvelle définition, par estimation et tout. Donc en fait, c'est des millions de femmes qui sortent du champ de la population active. Et du coup, c'est des millions de femmes qu'on exclut de la construction aussi d'un pays. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu aussi de l'invisibilisation du travail des femmes, c'est qu'on leur dit, vous êtes périphériques. Vous ne faites pas le travail, le noyau dur, à part faire des enfants, merci, bravo, vous renouvelez, vous réarmez démographiquement pardon, le pays. En fait, les femmes, elles ont participé à la construction des pays, à la croissance économique. C'est aussi notre héritage. On a notre part là-dedans. Et l'invisibiliser, c'est du coup le faire approprier uniquement par une classe d'hommes, quoi. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, de très... c'est du vol, en fait, de faire ça. Et voilà, et c'est de l'invisibilisation du travail des femmes, quoi. Grand classique. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On est ce soir avec la journaliste, autrice et coach en vie professionnelle Lucille Quillet pour parler du monde du travail et de la place des femmes dans celui-ci. Toujours dans votre ouvrage, vous parlez aussi beaucoup des règles du jeu masculine. Alors, un grand pan de cet ouvrage, qui était peut-être pour moi celui qui m'a le plus touchée, parce que en journalisme on l'entend beaucoup, on l'expérimente beaucoup, puis dans tous les métiers. Vous montrez que ces règles du jeu masculine, ça n'est pas une métaphore, ce sont des codes très concrets qui structurent vraiment le pouvoir, et vous parlez notamment de différentes structures, de différents endroits dans le travail où ces codes s'expriment dans toute leur ampleur. Qu'est-ce que vous avez observé dans le COMEX, par exemple, dans les bureaux, dans les témoignages de femmes, qui vous a permis de le mettre au jour? Alors, c'est pas... Ces règles-là, moi j'en ai énuméré 4, c'est pas que dans les COMEX. Non, c'est partout. Mais oui, c'est partout. Je dis les COMEX parce que ça m'a fait rire, mais bon. Ouais, parce que le passage sur cet endroit-là. Mais alors, est-ce que je résume les 4 je pense que ça peut intéresser les gens qui écoutent pour savoir à peu près. En fait, on sait qu'il suffit pas de bien travailler pour réussir étant être bien rémunéré et gagner en responsabilité, ou du moins évoluer, quoi, que ce soit gagner en responsabilité ou pas, mais être reconnu, en fait. C'est pour ça que on décrit beaucoup le syndrome de la bonne élève et de l'impostrice,
comme des choses qui limitent la carrière des femmes. Et je veux dire, enfin moi-même, hein, je participe à ce discours. Mais en fait, être une bonne élève, c'est quoi ? C'est bien faire son travail, être perfectionniste, être rigoureuse. Et se sentir impostrice, c'est douter de soi-même, avoir de l'humilité et se remettre en question. Bon, si ça, c'est pas des bons syndromes au travail, si ça ne vous fait pas réussir, moi je me suis dit, c'est quoi du coup les bons syndromes en miroir ? Donc il y en a 4. 1, le syndrome du piqué. Donc c'est répondre à la culture du présentéisme. Donc aujourd'hui, on jauge l'investissement, la motivation, l'engagement de quelqu'un à son temps de présence, et pas à ses résultats, et pas à la qualité de son travail. Donc ça donne une espèce de petite comédie humaine absurde du présentéisme où il faut faire des gros horaires, il faut pas partir à 17h, il faut pas parler surtout de la conciliation vie privée, vie pro et de ses enfants, il faut déléguer à des nounous, et il faut être vraiment là, présent, et puis aller aux after-work, et puis aller au séminaire, et puis être là, quoi. Donc c'est un syndrome du piqué, ça c'est évidemment défavorable aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles gèrent 72% des tâches domestiques et parentales. Et en fait, cette culture du présentéisme fait que le temps de travail ignore toutes les autres dimensions de notre vie et n'est pensé qu'en fonction de lui-même. C'est-à-dire que vous êtes censé travailler de 9h à 19h, et j'inclus le temps de transport pour être sympa. Mais c'est... Je veux dire, moi, je prends l'exemple du temps parental, enfin, ou du temps scolaire, sachant que l'école, bon déjà un petit enfant à la crèche, on vous recommande rarement de le mettre de 8h30 à 18h30 à la crèche, donc déjà comment on fait, voilà. En maternelle et en primaire, c'est 8h30, 16h30, et il n'y a pas école le mercredi. Bon, bah là, on tombe sur les 23 millions d'heures données gratuitement par les grands-mères, ou le périscolaire, mais voilà, la logique, c'est de refourguer son enfant, quoi. Donc c'est pas de dire on va peut-être arrêter de faire des réunions passer 17h, ou être plus flexible, ou voilà, être moins dans cette culture du présentéisme. Il y a des entreprises qui font la semaine de 4 jours, ça se passe très bien, ça ne nuit pas du tout à leur performance et tout. On peut quand même, dans les pays du Nord, ils finissent de travailler à 16h. Si tu restes au-delà, c'est que tu fais mal ton job, parce que pourquoi tu as besoin de rester jusqu'à 19h en fait. Voilà. Donc cette culture-là, elle défavorise les femmes, puisqu'elles vont 3 fois plus amener et chercher leurs enfants à l'école que les pères. Bon, un chiffre qui m'a ultra choqué, c'est qu'il y a moins d'un père sur 2 qui garde seul son enfant 1 heure dans la semaine. Waouh. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est le syndrome du piqué. Après, il y a ce que j'appelle le syndrome du champion. Donc c'est-à-dire qu'il suffit pas de bien travailler, il faut le faire savoir. Donc faire son autopromotion, apprendre à négocier son salaire, se mettre en avant, réseauter. Donc avec aussi une dimension de disponibilité, de rester plus longtemps, parler de soi et tout, et puis de confiance en soi. Et ça, c'est plus compliqué pour les femmes parce que on n'est pas du tout éduqué à dire regarde, je suis formidable, parce que ça veut dire être prétentieuse. Et voilà, et les femmes, elles doivent attendre que ce soit les autres qui déclarent qu'elles sont des bonnes personnes de valeur. Mais c'est très grossier de se mettre la couronne soi-même sur la tête, quoi. On attend quand même beaucoup de nous d'être discrètes. Oui, et d'attendre que ce soit les autres qui décident si on est quelqu'un de valeur ou pas. Mais voilà, donc ça, c'est le syndrome de la bonne élève qui travaille bien, qui reste sur sa chaise, parce qu'elle trouve ça grossier d'aller fanfaronner à la machine à café ou ailleurs, quoi. Donc ça, voilà, ça fait aussi que, en fait, on n'est pas dans une forme de méritocratie. Si bien travailler, ça ne suffit pas à être bien rémunéré, qu'il faut en plus être son propre agent, son propre commercial, c'est qu'on est dans un truc quand même un peu biaisé. Après, il y a ce que j'appelle le syndrome du courtisan, et donc là, on arrive au COMEX. La cour du roi. La cour du roi, voilà. On est dans un système... En fait, je me suis dit, c'est quoi notre rapport à l'autorité ? C'est quoi notre rapport au chef ? Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est quand même hyper patriarcal, parce qu'aujourd'hui, la vision du chef qu'on a au travail, c'est la personne qui a une vision, à qui on doit obéir, à qui on doit plaire, et qu'on va pas contredire, quoi. Qu'il faut caresser dans le sens du poil pour bien ménager sa place. Donc c'est un peu papa a raison, sois sage et tais-toi, quoi. Voilà, et fais des choses pour lui plaire. Donc ça, évidemment, ça vient favoriser ce que j'appelle le syndrome du courtisan, où pour réussir, il faut se faire bien voir. Il faut caresser le chef dans le sens du poil. Et c'est beaucoup plus facile quand vous êtes un homme, parce qu'il y a tout l'effet boys club, où on coopte des gens qui nous ressemblent, qui nous confortent dans nos positions, donc qui nous ressemblent physiquement, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont la même couleur de peau, qui ont les mêmes hobbies et tout. Et ça fait que tu as énormément de femmes qui se sont contorsionnées, qui se sont pliées aux règles du jeu, qui ont fait beaucoup de sacrifices, parfois personnels aussi,
et qui arrivent dans des instances de pouvoir en se disant « ça y est, l'heure est venue, j'arrive en haut de la tour, au COMEX, au conseil d'administration, c'est là que je vais pouvoir avoir de l'impact, changer les choses, et voilà, et le temps de la récolte est venu. » Et là, patatras, t'en as plein. Alors, c'est pas dans tous les COMEX et les conseils d'administration comme ça, mais sûr. beaucoup. Not all COMEX. Voilà, all COMEX, exactement. Merci. Beaucoup sont hyper déçus, tombent de très haut, parce qu'au lieu d'être dans un lieu d'émulation intellectuelle où on va débattre des meilleures idées, des meilleures décisions, où chacun mène son expertise et qu'on est vraiment dans un truc intellectuel de haut niveau, à se rendre compte qu'en fait... c'est juste une cour de courtisans où tout le monde est là pour brosser le roi soleil dans le sens du poil et ménager sa place autour de la table. Ouais. Et on n'est pas là pour confronter des idées, et voilà, on n'est pas là pour dire aussi, pour adresser les vrais problèmes. Et donc, elles sont hyper choquées parce qu'en plus, elles ont une haute exigence professionnelle, de dire, mais en fait, là, on fonce droit devant un iceberg et personne n'en parle. Donc, voilà. Et quand elles le manifestent, on va leur dire, t'es gentille, toi, t'es là parce qu'il y a les quotas, tu viens pas perturber l'ambiance, voilà. Et souvent, et ça, c'est Viviane de Beaufort qui en parle très bien, elle dit, voilà, ces lieux de pouvoir ont été, c'est un peu en train de changer, mais quand même ont été pendant longtemps des chambres d'enregistrement de la parole du dirigeant. Et donc, évidemment, pour les femmes, c'est hyper insatisfaisant. Et il y en a qui restent et qui composent. Il y en a qui arrivent quand même à faire bouger les lignes. On estime qu'il faut être 30% de femmes pour commencer à avoir de l'impact. Sinon, seul, t'es vraiment très, 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 très isolé et c'est compliqué de faire bouger les choses. Et puis, il y en a qui partent, en fait, et qui créent leur entreprise ou qui vont travailler ailleurs ou qui vont chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais encore, est-ce que cet endroit est très facile à trouver? Non. Pas forcément. Non. Voilà, mais donc ça, c'est le syndrome du courtisan. Et puis après, il y a une 4e règle, où là, j'ai pas de nom de syndrome, mais c'est s'intégrer à la culture d'entreprise et vraiment essayer de réfléchir, est-ce que la culture d'entreprise, elle n'est pas aussi majoritairement masculine dans les sujets de conversation, dans les blagues sexistes à la machine à café, dans le mobilier, dans la façon dont est agencé l'espace, dans les activités de team building, et notamment autour de la culture de l'alcool, qui est très souvent utilisé comme un fédérateur ou un outil de cohésion sociale lors d'événements, de séminaires, d'afterwork, alors que l'alcool, c'est doublement glissant pour les femmes, parce qu'une salariée ivre qui danse la salsa sur la table, je sais pas quoi. Elle va en entendre parler pendant 15 ans et elle va être réduite à ça. Et voilà, et on va le traduire potentiellement en incompétence professionnelle, là où les hommes ont beaucoup plus le droit à l'oubli. Là-dessus, on va dire, c'est Jean-Michel, il a un coup dans le nez, et puis il passe là, quoi. Et puis, plus d'alcool, c'est aussi plus d'agissements sexistes, de remarques, et voire d'agressions. Et ça, c'est un danger quelque chose sur lequel beaucoup d'entreprises se défaussent en disant c'est de la responsabilité individuelle de chacun, c'est pas à nous de faire gaffe. C'est pas à nous de faire gaffe, sauf qu'en fait quand c'est institutionnalisé, quand cette culture de l'alcool fait partie de la culture d'entreprise, en fait il y a une responsabilité derrière. Donc toutes ces règles là, alors ça s'applique pas forcément dans toutes les entreprises, mais parfois c'est quand même plus ou moins marqué, mais c'est beaucoup plus facile quand on est un homme, c'est beaucoup plus facile quand on a le temps et que en fait il y a un entre-soi qui se tricote, quoi. Et ce que ça produit, c'est que les femmes, elles, arrivent dans le milieu professionnel en se disant je dois m'adapter à tout ça, je dois montrer patte blanche, je dois me suradapter et je vais pas venir moufter, quoi. Parce que si je manifeste que c'est sexiste, que pour moi c'est compliqué, que les horaires sont pas vraiment pas adaptés au reste de la vie, c'est même pas que les enfants, mais 60% des aidants sont des aidantes, il y a tout plein de problématiques annexes. Si on vient manifester que c'est compliqué et qu'en fait c'est pas très... c'est difficile, on vient confirmer le fait que, tu vois, les femmes, c'est pas fait pour travailler. Parce que c'est toujours plus compliqué. Voilà. Mais que le modèle de référence de base, c'est un homme qui n'a pas de charge domestique et parentale, et qui a tout son temps, et qui est carriériste, et qui vient venir, parce que si les pauvres, les hommes, eux, on leur dit de venir valider leur bonne masculinité au travail, et de se surinvestir dans cette sphère-là. Et c'est dommageable aussi pour eux. Parce que, ils sont aussi... sous plein d'injonctions, et un homme qui perd son emploi, un homme qui n'a pas son travail, c'est un homme qui se réalise pas en tant qu'homme, quoi, encore aujourd'hui. Et c'est, pourquoi
Pourquoi on a un congé paternité que de 28 jours alors qu'on a 16 semaines pour les femmes ? C'est parce qu'on ne voit pas ce qu'un homme aurait à faire à la maison et que vraiment son lieu de réalisation, c'est le travail. Et ça dit tellement de choses. Bien sûr. C'est encore le moment de faire une petite pause pour écouter notre chroniqueuse Chloé, qui jusque récemment, chaque mois, nous offrait une relecture féministe d'un mythe antique, mais récemment, elle a commencé à se tourner vers les contes également. Alors Chloé, quel conte a fait écho avec le livre de Lucille Thiès sur le monde du travail, qui n'est pas un univers très mythologique ? Alors quand j'étais petite, j'adorais La Reine des Neiges, donc pas la version Disney qui n'était pas encore sortie, mais le conte qui a été rapporté par Andersen. Et vous vous souvenez peut-être, donc il y a 2 amis d'enfance, Gerda et Kai, mais un jour il y a des éclats d'un miroir maléfique qui se loge dans l'œil et le cœur de Kai, qui devient froid et distant et se fait enlever par la Reine des Neiges. Gerda part alors le sauver, elle traverse des obstacles terribles, elle fait preuve d'un courage immense et finalement elle le retrouve, elle le délivre et ce sont ses larmes qui font fondre les éclats de glace. Et ce qui me plaisait, c'est que c'était vraiment l'histoire d'une héroïne qui surmontait tout pour sauver son amie. Gerda faisait preuve de courage et de cœur et d'ailleurs les 2 mots partagent la même étymologie. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de la version Disney ? Est-ce que tu as été contente d'avoir un conte féministe ? Eh bien, effectivement, quand La Reine des Neiges est sortie en 2013, tout le monde criait au féminisme. Genre, enfin, une héroïne puissante, Elsa, qui n'a pas besoin de prince charmant. Et moi, j'ai été hyper déçue parce que je trouvais qu'on avait séparé Gerda en 2 sœurs. D'une part, on avait Elsa, qui est puissante, qui est magique, mais qui est solitaire. Et de l'autre, on a sa sœur Anna, qui est rigolote, qui est maladroite, qui cherche l'amour. Comme si être puissante excluait d'être aimante et aimée, et que si on était heureuse en amour, il n'était pas question d'avoir de l'ambition. Pourtant, on ne demande jamais au héros masculin de choisir. Aladdin, par exemple, il peut devenir prince et épouser la princesse, alors même que moi, je trouve qu'il part d'encore plus loin, puisqu'il commence quand même mendiant. Mais personne ne lui dit « tu auras le pouvoir ou l'amour, choisis ». Nos héroïnes, elles doivent se répartir les rôles. Donc vous pensez peut-être que je chipote, mais ce week-end, j'ai vu Wicked et c'était exactement la même chose. On a 2 amies, Elphaba et Glinda. L'une choisit le pouvoir, l'autre l'amour. Et là, on inverse les attributs. C'est la puissante qui finit par choisir l'amour et la populaire qui choisit le pouvoir. Mais on a quand même cette dichotomie impossible. D'accord, mais c'est quoi le lien avec l'invité du jour ? Alors, je trouve que ces héroïnes modernes incarnent ce que Lucille Thiès vous décrivait dans le monde du travail. On dit aux femmes, vous avez les mêmes capacités, vous avez les mêmes droits, vous aurez les mêmes opportunités. Mais dans le même temps, d'après l'INSEE, après une naissance, une femme sur 2 réduit ou cesse temporairement son activité contre un homme sur 9. Et c'est ça que reflètent nos contes modernes. Même quand ils se veulent féministes, ils nous disent « regardez des héroïnes fortes », mais parallèlement, ils nous disent aussi « mais attention, pas trop forte quand même, il faut choisir, ce sera la carrière ou la famille, le pouvoir ou l'amour ». Mais il faut choisir. Mais comment faire pour qu'on ait des Elsa et des Anna qui ne soient pas que des demi-Aladdin ? Alors le problème, justement, je pense... C'est super tricky, là. Justement, c'est qu'on traite les héroïnes comme des héros en féminin. On leur dit « adoptez les codes des hommes, faites comme les hommes, devenez des hommes et vous réussirez comme les hommes ». Mais d'une part, on leur donne les attributs du pouvoir, mais pas les privilèges narratifs. Donc l'héroïne, elle doit toujours négocier, sacrifier, avoir des doutes, culpabiliser, s'excuser, prouver qu'elle mérite sa place. Et d'autre part, elle ne doit jamais remettre en question les règles du jeu elle-même. Aujourd'hui, on nous vend comme une avancée de féminiser le modèle où le héros devient roi et épouse la princesse. Et c'est comme dans le monde du travail où la réussite, c'est la hiérarchie, le statut et l'accumulation. Mais est-ce que la vraie émancipation, ce ne serait pas plutôt de changer de modèle ? C'est ce que proposait Gerda dans le conte d'Andersen, et nos contes modernes, qui se veulent féministes, l'ont oublié. Mais on pourrait se prendre à rêver. Si par exemple pour Aladdin, ce qui était synonyme d'accomplissement, ce n'était pas d'être prince et d'épouser une princesse, mais de s'occuper de sortir les enfants des rues d'Agrabah de la misère. Ou si le destin d'Elsa, c'était de renoncer au trône pour rejoindre une communauté autogérée qui prend soin de la forêt boréale, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait vraiment commencer à être libéré, délivré. Ouais, j'ai pas la chanson, mais je l'aurais mise. Merci beaucoup, Chloé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Il nous reste 5 petites minutes. 5 petites minutes pour parler des contorsionnistes donc, sur lesquels on s'était arrêté, ces femmes qui arrivent dans les entreprises et sont
tellement déçue de ce qu'elle voit dans les assemblées d'hommes dirigeants. Et dans cette partie qui s'appelle Les contorsionnistes de votre ouvrage, vous parlez notamment du fameux passage au temps partiel dont vous parliez rapidement tout à l'heure, qui est un piège. Est-ce que vous pouvez expliquer plus pourquoi c'est un piège ? Parce qu'on avait parlé avec Marie-Laïa Simon sur la question de l'argent, qui nous disait que notamment c'était une décision parce que le plus souvent l'homme gagne plus, donc du coup c'est plus facile de sacrifier la carrière de la femme que de l'homme. Ouais. Vous avez une perspective qui est complémentaire, et donc pourquoi c'est un piège ? Alors, c'est un piège, c'est pas un mauvais choix. Déjà, moi, je trouve qu'on a créé vachement de culpabilité en disant aux femmes ouais, mais du coup, si tu tiens à ton indépendance, faut pas lâcher ton travail et délègue à des nounous. Et non, oui, mais en fait, tout le monde n'a pas envie de travailler comme un homme, voilà, dans ce modèle de réussite et de puissance hyper restreint, en fait. Donc c'est pas forcément un mauvais choix. Le problème, c'est que c'est pas valorisé, que c'est pas reconnu. Après, le piège du 80%, notamment, il y a beaucoup de femmes, du coup, c'est une femme sur deux qui modifie ou réduit son activité après l'arrivée d'un enfant. Et parfois, c'est de passer à 80% pour que ce soit plus simple de concilier. Donc déjà, on voit qu'en fait, pour avoir une vie réalisable, enfin équilibrée, quoi. C'est-à-dire que pour que tout fonctionne, il faut moins travailler et moins gagner. Et ça, pourquoi est-ce que c'est souvent une arnaque ? Parce qu'en fait, on modifie pas forcément l'ampleur de vos tâches. Et par contre, vous avez juste moins de temps et moins de salaire pour le faire. Donc c'est le tapis rouge vers le burn-out. Donc ça, voilà, c'est un peu un piège, quoi. Mais ce qui est le vrai piège, en fait, je trouve, c'est que on dit aux femmes qu'elles peuvent tout avoir si elles font tout toutes seules. Et ça, c'est vraiment le mythe de la Wonder Woman, de tu peux avoir de la puissance, tu peux gravir les échelons comme les hommes, mais par contre, débrouille-toi très très bien avec ta to-do list et fais tout toute seule et sois vraiment la Wonder Woman performative. Performative ou performante plutôt. Et ça vient évidemment dépolitiser le sujet. Et les femmes se contorsionnent dans tous les sens, ont une charge mentale XXL aussi au travail, et ça, c'est absolument pas reconnu non plus. Vous parlez de beaucoup de choses dans cette partie qui m'ont beaucoup marqué, notamment le fait que, et ça je trouve qu'on en parle assez peu, c'est à la fois comment le sexisme ordinaire a des effets profonds sur les carrières des femmes, c'est-à-dire que ça a des effets sur nos mentales, sur nos santé physique et mentale, sur le fait que on se sent quand même assez facilement freiné, on le vit un peu dans nos chairs aussi, et puis ça commence très tôt, ça commence depuis le début, on accumule beaucoup de choses. En quoi ça a des effets profonds comme ça sur notre trajectoire ? Est-ce que vous l'avez observé, vous, de votre côté, à travers vos coachings ? Déjà, c'est une... Et en quoi, en fait ? C'est une charge mentale, parce qu'on se dit que c'est à nous de réfléchir à 15 fois à comment est-ce que je m'habille aujourd'hui pour pas être vue comme une allumeuse ni une grosse coincée. C'est réfléchir à 15 fois avant de répondre ou pas à une remarque sexiste. Entendre des remarques sexistes au quotidien. Enfin, je cite un baromètre qui lise du coup toutes les réflexions qu'une majorité de femmes ont entendues au quotidien, et c'est quand même... c'est quand même effarant, c'est culpabiliser d'annoncer sa grossesse à son employeur. Donc, c'est vraiment porter la responsabilité des inégalités. C'est aussi des contorsions douloureuses, notamment au niveau de sa santé. Mais ça, voilà, moi, je trouve que la santé, c'est quelque chose d'hyper parlant. C'est-à-dire que quand même... Quand on est une femme, on a quand même on va avoir ses règles, potentiellement avoir mal, connaître